Bonjour et bienvenue sur le podcast Raptor Kiff. Je suis Kadric et ce soir je vous parlerai donc du match entre les Toronto Raptors et les Utah Jazz. Avant cela, je prends 2 minutes pour vous donner les contacts. Vous pouvez retrouver tous les contacts sur mykiff.fr ainsi que sur la page Facebook MyKiff, M-Y plus loin Kiff, K-I-F. Vous pouvez aussi dorénavant les retrouver sur SoundCloud.com sur la playlist en public qui s'appelle Raptor Kiff-podcast. Vous pouvez me contacter pour me poser des questions, me faire des suggestions ou bien proposer tout simplement votre aide ou votre contribution. Regardez quel est le calendrier des matchs et si vous êtes fan d'une équipe et que vous voulez qu'on fasse les commentaires ensemble, n'hésitez pas à le proposer. Vous pouvez donc le faire sur le mail contact@mykiff.fr, bien sûr également sur la page Facebook MyKiff. Vous pouvez aussi le faire par Twitter, @kadric_mykiff. Et j'ai oublié de préciser que vous pouviez retrouver en vidéo podcastée tous les podcasts de Raptor Kiff sur YouTube à Kadric Nawak. Nawak s'écrit N-A-W-A-C-K. Un affrontement à Utah entre deux équipes très internationales. Chaque équipe possède 7 joueurs internationaux, les Utah Jazz bien sûr avec Rudy Gobert et Ricky Rubio en vedette internationale, et les Raptors avec Serge Ibaka, Jonas Valanciunas, Poeltl, Bébé, Bruno, Pascal Siakam et bien sûr OG Anunoby. Les Raptors ont donc une revanche entre guillemets à prendre vis-à-vis du dernier match et de leur performance qui était déplorable. Les Raptors arrivent quand même dans un environnement très défavorable face à une équipe de Utah qui est invaincue à domicile avec 5 victoires à domicile depuis le début de la saison, dont une en prolongation contre Portland il y a 2 jours. La liste des joueurs out pour blessure sont très simples. Juste CJ Miles pour Toronto qui a la grippe. Pardon, une gastro en fait. Pour les Raptors, il s'agit du dernier match du plus long road trip d'ailleurs de l'année et d'ailleurs de toutes les équipes puisqu'il n'y aura qu'une seule autre équipe qui jouera 6 matchs dans une autre conférence d'affilée. Et ce road trip s'est déroulé sur 14 jours. Les Raptors, durant ce road trip, sont pour le moment 2 victoires et 3 défaites. Il serait bien qu'ils terminent sur une bonne note et que le résultat soit 3-3. Car leur prochain match, quand ils rentrent à la maison dimanche, c'est contre Washington, ce qui ne sera pas un match très simple, même très compliqué à mon avis, car Washington vient tout juste de perdre contre Cleveland, qui vient quant à eux de se réveiller. Donc il est important pour la confiance que les Raptors aujourd'hui marquent un bon point et remportent cette victoire. Espérons que l'effort, la consistance, la confiance soient au rendez-vous. La confrontation entre Utah et Toronto est une confrontation de 2 des 5 meilleures équipes défensives de la ligue depuis le début de la saison. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est celui qui est disponible depuis le début de la saison, excepté les cas de blessure. Donc Kyle Lowry à la main, DeMar DeRozan et Norman Powell aux ailes, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas à l'intérieur. Pour les Utah Jazz, la 5 de départ est Ricky Rubio, Rodney Hood, Joe Ingles, Derek Favors et bien sûr Rudy Gobert à l'intérieur.
Pardon, je me suis trompé. Pour Utah, il y a 2 joueurs qui ne sont pas présents pour cause de blessure. C'est Exum et Joe Johnson, qui, fort heureusement pour les Raptors, car il est un tueur de Raptors. Lors de la série il y a 4 ans du premier tour des playoffs, il avait complètement, on peut le dire, défoncé les Toronto Raptors quand il était à Brooklyn. Après 5 minutes de jeu dans le premier quart-temps, les Raptors mènent 14-10 et surtout le rythme est assez intensif. Beaucoup de défense, un bloc dès les premières 30 secondes par Jonas Valanciunas en une tentative par Rudy Gobert. Rudy Gobert lui rend l'appareil 1 minute plus tard et puis ensuite ce sont des ballons volés par Toronto et des 2 shoots à 3 points consécutifs de la part de Kyle Lowry qui rassure car depuis le début de la saison il n'était pas à la fête avec son tir à 3 points. Ricky Rubio, quant à lui, semble vraiment très en forme cette saison. J'entendais les commentateurs dire qu'il était en train de démarrer sur les chapeaux de roue et faire sa meilleure saison depuis qu'il est en NBA pour l'instant. Et effectivement, on voit bien à quel point le système des Utah Jazz lui convient beaucoup mieux que celui des Minnesota Timberwolves ces dernières années. 7 minutes depuis le début du match et c'est déjà une bloc party avec 3 blocs déjà pour Rudy Gobert, un bloc pour Jonas Valanciunas, un bloc pour OG Anunoby et un pour Serge Ibaka et un autre à l'instant pour Bébé. Le premier quart-temps se finit sur un score de 29 pour les Toronto Raptors à 26 pour les Utah Jazz. Les Raptors, bien entendu, produisent un effort beaucoup plus constant et beaucoup plus intensif que contre les Denver Nuggets, ce qui leur permet d'ailleurs d'être en tête à la sortie du premier quart-temps. Le ballon circule beaucoup mieux et surtout les paniers à 3 points rentrent. Ce qui depuis le début de la saison n'était pas le cas et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Car il était temps que cela change. Les Raptors étaient tout de même 4e en nombre de 3 points tentés et dernier de la ligue en nombre de 3 points réussis. En nombre de pourcentage de réussite à 3 points, alors qu'ils sont 16e actuellement en nombre de 3 points marqués. Si effectivement je pense que c'est aussi important que les 3 points rentrent, c'est parce qu'ils prennent presque 40% de leur shoot à 3 points et qu'à partir du moment où ils vont commencer à rentrer avec régularité à tous les matchs, on devrait voir des scores bien plus élevés et des victoires bien plus faciles que celles obtenues depuis le début de la saison. En l'occurrence, on pourrait dire que les matchs contre les Spurs et les Warriors qui ont été perdus sont des matchs qui ont été perdus puisque les paniers à 3 points ne rentraient pas, car le score était vraiment très serré pour ces 2 matchs. Bien sûr, je ne parle absolument pas de la défaite contre Denver il y a 2 jours. Durant ce premier quart-temps, nous avons quand même une réussite au panier de 57% pour les Raptors et uniquement de 38% pour les Utah Jazz. 3 paniers à 3 points sur 7 tentés pour les Raptors contre 1 pour 4 pour les Utah Jazz. Les Utah a été au lancer franc 10 fois et en a réussi 9, tandis que les Raptors n'y sont allés que 2 fois et ont réussi leurs 2 lancers francs. C'était pour DeMar DeRozan. Utah domine dans la raquette, puisqu'ils ont récolté 14 rebonds pour seulement 9 pour Toronto. Par contre, Toronto, comme je le disais, fait bien circuler la balle avec 7 passes décisives contre seulement 3 pour Utah. Et Toronto n'a eu que 3 turnovers pour 4 pour Utah. Place au deuxième quart-temps. Après 5 minutes dans le deuxième quart-temps, on est au premier des temps morts demandés par les Raptors et les Raptors mènent 39-35 avec
Jeu impressionnant de la part de Jakob Poeltl et de Pascal Siakam. Malheureusement, Delon Wright est sorti au bout de 3 fautes consécutives, mais son jeu a été très interruptif. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Je ne sais pas. Très disruptif. Je ne sais pas le mot en français du coup. Et donc voilà, il sort à cause de 3 fautes consécutives et Kyle Lowry rentre dans le jeu. Ceci dit, Pascal Siakam et Jacob Le Yak sont vraiment impressionnants là ce soir. Ils sont très actifs. Jacob va après tous les ballons au rebond, même s'ils n'arrivent pas tous à les avoir. Une superbe passe de Kyle Lowry qui traverse le terrain pour joindre les mains du Yak qui, malgré 2 défenseurs, arrive à mettre le ballon dans le panier et va tirer un lancer franc qui, malheureusement, il ratera. Vraiment, l'énergie ce soir est au rendez-vous, je le répète, mais c'est important car contre Denver, il n'était pas du tout à la fête et semblait complètement essoufflé. Ce soir, ils sont vraiment tous actifs. Ils bougent très bien les pieds, les bras, courent après le ballon, se jettent sur la balle, prennent des ballons volés. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Et ce qui est plutôt pas mal à noter, c'est que Utah joue dans le même style, ce qui donne un match très équilibré pour le moment. À la mi-temps, c'est Utah qui mène 54-53. Dernière minute où les Utah Jazz sont partis sur un run de 6-0. Comme je le disais, un match qui est très équilibré entre 2 défenses incroyables. Ceci dit, finalement, tout le monde arrive à marquer. Je suis relativement impressionné par le jeune rookie de Utah, Mitchell, qui est très rapide et qui arrive à finir des paniers à l'intérieur avec un premier pas qui est impressionnant et un Eurostep comme ils appellent dans la NBA qui fonctionne très bien pour lui. Et Rudy Gobert bien sûr est en train de dominer à l'intérieur autant au point de vue défensif que du point de vue offensif. Joe Ingles, le vétéran australien est vraiment un joueur qui a de beaux atouts, belles aptitudes, capable de passer le ballon, un très bon shoot à 3 points, et ce soir démontre encore que c'est un joueur très crafty. Même si sa défense sur DeMar DeRozan l'a forcé à se retrouver sur le banc du fait de 3 fautes dans la première mi-temps. DeMar DeRozan termine la mi-temps avec 14 points et est le leader en points du match pour le moment. Beaucoup de changements de lead, c'est-à-dire que d'un coup c'est Utah qui est devant, un coup c'est Toronto. Toronto a eu les écarts les plus grands jusqu'à 7 points d'avance, alors que Utah revient, marque et prend peut-être 1 ou 2 points d'avance. Et Toronto repart sur un petit run de 5 ou 6 points et reprend 4 ou 5 points d'avance. En tous les cas, le coach des Raptors peut être assez satisfait autant de sa défense que de son offense, tout du moins de son équipe. Même si, par exemple, DeMar DeRozan ce soir semble complètement débordé en défense, alors que lors des 6 premiers matchs, il avait été très bon. Kyle Lowry continue dans sa lignée de passer la balle correctement, surtout de trouver ses partenaires dans un trou de souris, faire des longues passes sur un rebond, travers tout le terrain pour trouver des partenaires démarqués, déjà 2 fois, et surtout un bon shoot à 3 points aujourd'hui. Dans les autres matchs de la soirée qui se sont terminés à
Avant le début du match des Raptors et Utah, nous avons donc Milwaukee qui a perdu contre Détroit 90 à 106. Pardon, 96 à 106. Chicago, qui est au fond du trou dans le classement, a remporté ce soir son match contre Orlando 105 à 83, ce qui est sans doute un petit exploit vu la forme d'Orlando ces derniers temps. Ensuite, Indiana a perdu contre Philadelphie. Philadelphie a gagné 121 à 110 dans un match qui était jusque dans le milieu du troisième quart-temps très très serré. Comme je le disais tout à l'heure, Washington a perdu contre Cleveland sur un score fleuve 130 à 122. Houston et James Harden se sont défaits d'Atlanta qui est vraiment au fond du trou du classement dans la conférence Est. Houston a gagné 119 à 104. Ensuite, New York qui continue sur sa bonne lancée de début de saison a gagné 120 à 107 contre Philadelphie, a gagné 120 à 107 contre Phoenix. C'est tout pour les matchs qui se sont terminés avant le début du match des Raptors de ce soir. Il y a encore 4 autres matchs dans la soirée qui se jouent en même temps que celui des Raptors. Donc je vous donnerai les résultats à la fin du match. Ainsi que le classement du coup de la conférence Est et de la conférence Ouest. J'essaierai de le faire à chaque podcast pour que vous ayez un suivi des classements et de la forme de chaque équipe. Début du troisième quart-temps, donc de la deuxième mi-temps, et on peut dire une chose que j'ai oublié de parler par rapport à la première mi-temps, c'est que Norman Powell est sorti finalement de son marasme. Le fait d'avoir joué quasiment toute la deuxième mi-temps contre Denver et d'avoir réussi à marquer des paniers, d'avoir réussi des paniers à 3 points, lui a fait du bien, car on le voit ce soir, il hésite beaucoup moins, il attaque directement le panier, quand il est à l'extérieur, il shoot sans hésiter, ne cherche plus à réfléchir s'il doit attaquer, shooter, passer. Il fait les choses directement, pas de regret à avoir, il attaque ou il shoot et franchement cela donne un jeu qui est beaucoup plus fluide. C'est ce qui était manquant jusqu'à maintenant. On sent un peu de frustration quand même de la part de DeMar DeRozan qui perd des ballons ce soir. Valanciunas se retrouve en faute avec sa 4e faute et donc doit sortir après 5 minutes de jeu dans le 3e quart-temps. De la part de DeRozan, je trouve que depuis 2 saisons, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est que quand il n'arrive pas à mettre le ballon dans le panier, malgré le fait qu'il ait 14 points, il a été, je crois, 8 fois au lancer franc, et il a réussi tous ses lancers francs. Mais quand il rate ses shoots ou que ses tentatives de alley-oop ou de dunk sont ratées ou qu'il se fait piquer la balle ou intercepter ou déflecter, on sent chez lui toujours ce genre de frustration qui l'amène à créer des fautes inutiles et vraiment débiles. C'est vraiment dommage pour un joueur offensif qui devrait savoir que ça ne rentre pas toujours et que ce n'est pas parce que la défense adverse t'empêche d'exprimer ton jeu qu'il faut être frustré. Au contraire, il faut tout de suite réfléchir à des solutions pour mieux attaquer. Et DeRozan, puisqu'il faut le noter, après tant de frustration, réussit 2 paniers à 3 points consécutifs. Ce qui, pour la plupart des fans des Raptors, et donc fans aussi de DeMar DeRozan, diront que c'est une anomalie. Mais il s'améliore malgré son pourcentage cette année. On voit que quand il prend un shoot et qu'il n'hésite pas, il les marque quasiment à chaque coup, ce qui est vraiment intéressant à noter. C'est une différence contrairement à toutes ces années précédentes où quand il tentait un shoot à 3 points, il hésitait trop
Fin du troisième quart-temps, et entre le moment où je vous ai parlé et cette fin de quart-temps, Demar DeRozan a décidé complètement de prendre le match à son compte. Il termine le quart-temps avec 17 points dans ce quart-temps, et les Raptors mènent 89-82. De l'autre côté, c'est Mitchell, le rookie, qui lui aussi essaye de prendre le match à son compte. Il enchaîne les pénétrations et les shoots à 3 points ou les petits shoots à 2 points du haut de la raquette. C'est donc un combat de shooting guards ce soir, et je pense que Mitchell essaye de montrer à DeRozan que la relève est là en ce qui concerne les shooting guards. C'est vraiment un match qui est magnifique à regarder et qui aussi est magnifique dans le sens où la balle circule, où les joueurs montent en défense. DeRozan est quand même à 3 sur 4 au tir à 3 points, ce qui pour lui est vraiment exceptionnel, il faut le noter. Et encore une fois, bien sûr, 4 minutes 30 dans le quatrième quart-temps, et les Raptors, avec leurs petits jeunes, ont creusé l'écart, 96-86. Malheureusement, et c'est un peu peut-être le drame, Delon Wright vient de se blesser à l'épaule, et c'est l'épaule dont l'année dernière il avait été opéré. J'espère que ce ne sera qu'une petite contusion et non pas une aggravation de son ancienne blessure. Le match se termine avec la victoire des Raptors 109-100 et 37 points pour Demar DeRozan qui a un superbe match et surtout 3 paniers à 3 points sur 6 tentés, je crois. Vraiment impressionnant Demar DeRozan qui a su réagir après un début de deuxième mi-temps où il était très frustré. La défense de Utah arrivait complètement à le contrer, tout du moins à l'empêcher d'exprimer son jeu, et il a réussi finalement dans ce troisième quart-temps à marquer donc 17 points et 37 pour le match dans sa totalité, ce qui est assez impressionnant. Powell, comme je le disais, a eu un bon match. Il a joué 29 minutes, 15 points, 2 rebonds, 2 assists et 2 passes décisives. Pour Serge Ibaka, un match en demi-teinte, mais toujours mieux que ce qu'il avait produit à Denver. En 20 minutes, il produit 10 points, 5 rebonds, ce qui est plutôt pas mal, et crédité avec un seul contre. Jonas Valanciunas a joué lui aussi 20 minutes, il marque 6 points, 9 rebonds, 1 ballon volé, 2 contres. Comme je le disais, Demar DeRozan termine avec 37 points en 37 minutes, 6 rebonds, 2 passes décisives. Kyle Lowry termine avec un double-double en 35 minutes. Il marque 15 points, 4 rebonds et 10 passes décisives, 1 ballon volé. Lucas Noriega, qui a beaucoup moins joué ce soir, est crédité avec un seul contre en 14 minutes, 2 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. OJ Anunoby, quant à lui, en 18 minutes, marque 6 points, 2 paniers à 3, 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Pascal Siakam, qui a joué 21 minutes, marque 8 points pour 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 ballons volés. Il n'est pas crédité pour les 2 contres que j'avais cru voir pendant le match. Delon Wright, qui quant à lui a joué 12 minutes. Un banc quand même finalement très efficace, même si personne ne fait de grosses perfs. Excusez-moi, j'écoute mon petit
lecteur d'écran qui me indique un peu les stats au fur et à mesure. Effectivement, Van Fleet, White et Potel ont tous joué environ entre 10 et 12 minutes, marqué 4 points à peu près chacun. Des rebonds, mais aucun contre, ce qui est étonnant puisque j'avais cru que le Yak avait eu 1 ou 2 contre à son effectif pendant le match, mais bon, ils n'ont pas été comptés. Voilà. Voilà, le match se termine donc sur ce score de 109-100. Les Toronto Raptors sont donc 5 victoires et 3 défaites sur la saison et terminent le road trip sur 3 victoires, 3 défaites. Ce qui est plutôt, quand on va à l'ouest, un bon résultat malgré la lourde défaite à Denver, et finalement ça reste, et j'espère que ça restera une aberration durant la saison et que ça leur servira de leçon tout au long de la saison justement. Alors, de l'autre côté, nous avons donc dans les matchs, tout à l'heure je parlais de New York, donc le match suivant c'est Nouvelle-Orléans contre Dallas, et Nouvelle-Orléans l'a emporté 99-94. Spurs l'ont emporté 106-101 contre les Charlotte Hornets. Denver a battu Miami 96-94. Et à l'heure où je vous parle, il reste 2 matchs en cours. Boston contre Oklahoma City et Brooklyn contre les Lakers. Je pense que d'ici que j'ai fini mon petit podcast, les matchs seront terminés et que je pourrai vous donner aussi les résultats. À noter, je reviens sur le match entre les Washington Wizards et les Cleveland Cavaliers, où ce match a été riche en émotions, puisque John Wall, la star, le meneur star des Washington Wizards, s'est blessé et semble s'être blessé assez gravement. Il devrait manquer quelques semaines. En tout cas, c'est ce que m'annoncent les commentateurs du match. De l'autre côté, pour les Cleveland Cavaliers, LeBron James montre bien qu'il est le roi. En effet, King James, en 42 minutes de match, a inscrit 57 points, a attrapé 11 rebonds, fait 7 passes décisives, 3 ballons volés et 2 contres, ce qui est des stats quand même impressionnantes. Surtout, il a dû montrer, je pense, au reste de la ligue qu'il était toujours et qu'il restait jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite le roi des terrains de basket. Derrick Rose, quant à lui, l'ancien MVP de Chicago, qui joue maintenant pour les Cleveland Cavaliers, il faut le dire, avec un contrat très bas, puisque je crois qu'il touche à peine 2 millions de dollars, ce qui... pour certains, ça va paraître haut, mais pour cette ligue, paraît bas, a un très bon stat avec 20 points. Bon, à peine deux passes décisives, mais un joueur qui avait besoin, je pense, de rebondir, surtout depuis un début de saison pas terrible. Et quant à Jake Crowder, qui depuis le début de la saison ne trouvait pas son rythme avec les Cleveland Cavaliers depuis qu'il a été échangé par les Boston Celtics, a marqué quant à lui 17 points, pris 7 rebonds, à 2 ballons volés, donc plutôt un match conséquent. J'avais regardé jusqu'au milieu du 3e quart-temps en attendant le match des Raptors, et je dois dire qu'effectivement les Cleveland Cavaliers jouaient beaucoup mieux que lors de leur précédent match, puisqu'ils avaient perdu 5 matchs consécutifs jusqu'à ce match-ci. Dans les 2 derniers matchs, Boston contre Oklahoma, Boston l'emporte 101-94 après une superbe remontée dans la 2e mi-temps alors qu'ils accumulaient un retard de 18 points. Ensuite, dans le tout dernier match, les Lakers battent les Brooklyn Nets 124-112, je crois.
J'ai un doute. À 112, c'est ça exactement. Les Lakers, comme je l'avais dit lors du podcast concernant le match entre les Raptors et les Lakers, bien que je ne sois pas fan de la franchise, j'avoue que les joueurs sur le terrain, et bien sûr le petit Kyle Kuzma, enfin qui n'est pas si petit que ça, puisqu'il mesure 2m05, 2m06, fait un double-double ce soir avec son première apparition dans la ligne de départ après la blessure de Larry Nance Jr. Voilà, cela clôture la soirée bien correctement de NBA. Je vais donc continuer par vous donner le classement de chaque conférence après 8 ou 9 matchs selon chaque équipe. Tout d'abord la conférence Est, la conférence des Raptors. Donc Boston est premier de conférence avec 7 victoires et 2 défaites, suivi par Détroit avec 6 victoires et 3 défaites. Ensuite Orlando Magic, 6 victoires, 3 défaites. Puis les Toronto Raptors avec 5 victoires et 3 défaites, suivi par les étonnants Philadelphia Sixers, donc en 5e position avec 5 victoires et 4 défaites. Ex-aequo avec les Charlotte Hornets et les Indiana Pacers qui ont perdu donc ce soir tous les deux. Ensuite vient ex-aequo 2 équipes, les Washington Wizards et les New York Knicks, suivi par ex-aequo les Cleveland Cavaliers et les Milwaukee Bucks avec 4 victoires et 5 défaites tous les deux. Ensuite, nous avons le Miami Heat avec 3 victoires, 5 défaites, suivi à ex-aequo aussi avec les Brooklyn Nets, 3 victoires, 6 défaites. Ensuite, les Chicago Bulls avec 2 victoires, 5 défaites et les Atlanta Hawks avec 1 victoire et 8 défaites, dont 8 consécutives, puisqu'ils avaient remporté le tout premier match de la saison. Pour la conférence Ouest, c'est Houston qui est en tête avec 7 victoires et 3 défaites, suivi par les Los Angeles Clippers, 5 victoires, 2 défaites, puis les Golden State Warriors avec 6 victoires, 3 défaites, les Minnesota Timberwolves, 5 victoires et 3 défaites, suivi par, donc en 5e position, les Memphis Grizzlies, 5 victoires et 3 défaites, comme les Minnesota Timberwolves, suivi donc en 6e position par les Utah Jazz avec 5 victoires et 4 défaites, à égalité avec les Portland Trail Blazers, les San Antonio Spurs et les Denver Nuggets. Oklahoma City est à 4 victoires et 4 défaites juste derrière, suivi ensuite par Nouvelle-Orléans Pelicans avec 4 victoires, 5 défaites, tout comme les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns qui se sont bien repris quant à eux depuis leur début tragique de saison où après 3 matchs ils ont viré leur coach. Ensuite, aux 2 dernières places, nous avons les Sacramento Kings avec 1 victoire et 7 défaites et les Dallas Mavericks avec 1 victoire et 9 défaites, qui sont donc d'ailleurs tout derniers de la ligue. Mais c'était prévisible puisqu'on sait qu'ils visent cette année à obtenir un des meilleurs choix de la draft pour remplacer Dirk Nowitzki. Avec, comme je l'avais dit dans mon post précédent sur mon question-réponse, où je disais que la draft était riche en big men, donc c'est-à-dire en pilier ou intérieur ou même ailier fort. Donc je pense que Dallas cherche un remplaçant pour son intérieur vedette et surtout Hall of Fame, puisqu'il est 5e à l'heure actuelle au classement général des scoreurs de la NBA avec plus de 30 000 points dans sa carrière. Voilà, ça clôture ici ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve
Dimanche, avec un match qui démarre à minuit puisque les Toronto Raptors retournent sur la côte Est, enfin. Et donc ce match opposera les Washington Wizards qui devraient être sans John Wall, leur meneur vedette, et les opposeront donc bien sûr aux Toronto Raptors. Je dois quand même signaler que les matchs retour de ces longs road trips sont souvent des matchs pièges, en tout cas pour les Raptors, qui ont très souvent perdu les premiers matchs à la maison de retour. Donc j'espère que cette fois-ci, les Raptors y mettront encore autant d'énergie que contre Utah et ne feront pas la même erreur que contre Denver. Je vous souhaite donc un bon samedi et on se